Bien, alors je vous rappelle, l'application numéro 1, on l'avait commencé, on avait une pile, tout ce qu'il y a de plus classique, une pile zinc-argent, où eh bien, donc, on a ici deux demi-piles, avec ici l'oxydant qui va être présent en solution sous forme d'un cation, et puis donc, le réducteur correspondant qui va servir en fait de conducteur pour relier la pile au milieu extérieur. Donc, je vous rappelle ce que j'avais dit, à savoir que la solution électrolytique, elle est électriquement neutre, et donc même si ici ce n'est pas représenté, il y a également des anions qui permettent à la solution d'être neutre. On avait déterminé la force électromotrice de la pile. Donc pour cela, la force électromotrice, il faut s'intéresser à la différence de potentiel à la tension aux bornes de la pile, qui serait indiquée ici donc, par un voltmètre. Donc cette force électromotrice, ça nous est donnée donc, par l'utilisation des potentiels de Nernst qui permettent de connaître les valeurs de potentiel dans chaque demi-pile. Donc, je vous rappelle, le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard de Nernst plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. Donc, je vous rappelle, sauf mention contraire, on utilise toujours cette formulation simplifiée du potentiel de Nernst où on fait une application numérique intermédiaire pour se ramener à un terme 0,06 fois le log à base 10. Sinon, il faut utiliser la formulation plus générale du potentiel de Nernst avec le Faraday, le logarithme népérien, etc. Mais disons, dans la quasi-totalité des exercices, c'est cette forme simplifiée que l'on utilise. On avait déterminé le potentiel ici au niveau donc, de la demi-pile relative à l'argent, 0,76 volts. On avait déterminé de même le potentiel associé donc, à la demi-pile donc, relative au zinc. On avait trouvé moins 78 volts. Donc le zinc, c'est la borne négative, et la demi-pile relative à l'argent, la borne positive. Je vous rappelle enfin qu'on avait dit la chose suivante. Lorsque on s'intéresse à ce potentiel de Nernst, les deux termes n'ont pas du tout le même ordre de grandeur. Donc l'essentiel en fait du potentiel de Nernst nous est donné par cette grandeur tabulée que l'on vous fournira, à savoir la valeur du potentiel standard. Le terme en 0,06 log, ça va amener une petite correction, mais assez minime en général sur la valeur donc, du potentiel final, pour la simple et bonne raison qu'il y a le log ici qui va complètement écraser le quotient, et puis en plus on multiplie par 0,06. Et donc on passe de moins 0,76 volts, potentiel de Nernst standard, à moins 78 volts lorsqu'on s'intéresse au potentiel de Nernst dans les conditions opératoires. Bien. On était en train de s'intéresser donc au fonctionnement donc, de la pile, puisque je vous rappelle que si cette pile n'est branchée sur rien du tout, on a une réaction qui est hors équilibre. Autrement dit, il n'y a pas de réaction redox qui se produit. Par contre, si on branche ici à la pile sur une ampoule, la pile va débiter, et donc on va avoir une réaction d'oxydoréduction qui va se produire entre les deux demi-piles. Et donc on avait écrit la réaction d'oxydoréduction, qui est encadrée ici en haut. Et puis, on était en train de regarder ce qu'on avait dans le milieu réactionnel lorsque la pile était usée. Donc, je vous rappelle que lorsque la pile est usée, on a la force électromotrice de la pile qui est égale à 0. Donc là, il faut faire attention. Alors, hop, il y a quelqu'un qui parle, mais alors, j'ai rien entendu. Non. OK. Oui, je disais, donc lorsque la pile est usée, donc on a ici la force électromotrice qui est nulle, donc un réactif n'est pas forcément totalement consommé ici lorsque la pile débite. Ça dépend un peu du type de pile auquel on a affaire. Donc vous allez voir les deux cas de figure sur les deux premières applications donc, du cours. Donc, quand la pile est usée, la force électromotrice est nulle, il y a donc égalité des potentiels de Nernst. Et donc, en repartant ici sur l'expression des potentiels de Nernst à l'état final, on fait apparaître ici, au niveau du log, en fait, la constante d'équilibre thermodynamique, puisqu'on reconnaît ici la concentration finale de Zn2+, et la concentration de Ag+, au carré. Et donc, on se rend compte que dans ce cas particulier de pile, le K0 vaut 10 puissance 51,
Et donc, on a une transformation totale. On a ici la concentration de Ag+, qui va effectivement être nulle à l'état final, mais c'est un cas particulier, vous allez voir, ça sera plus vrai sur le deuxième exemple que l'on va prendre. La concentration de Zn2+, elle va être donnée par le tableau d'avancement. Bien. Donc ici, donc on demandait les concentrations de Zn2+ et Ag+, donc Zn2+, je vais y revenir, et on vous demandait pour finir la charge également qui a traversé donc, le circuit pendant la durée de fonctionnement en fait, de la pile. Donc ici, si je reprends la réaction redox qui se produit et la réaction redox qui se produit et que je fais donc un tableau d'avancement, on a donc 2Ag+, donc plus Zn, qui va être égal donc à 2Ag solide plus Zn de plus. On va avoir ici un état initial et puis donc un état final. Ici, on a une quantité de matière N0, ici N0', ici N1, ici N1'. Et ensuite, si je complète mon tableau d'avancement, donc de manière classique, on a la chose suivante. Bien. Ce que l'on a dit, c'était que la transformation était totale. Donc, en général, eh bien, donc, le réactif limitant, c'est ce que j'ai évoqué déjà sur la diapo précédente, ça va être l'espèce qui est plutôt en solution ici. Simplement parce que quand on va introduire la lame de zinc en fait, dans la demi-pile, on a quand même une quantité de solide qui est importante. Et donc, sauf cas particulier, ce sera toujours cette espèce-là qui sera ici limitante, pardon, je cherchais le terme. Et donc, on remarque que l'avancement final, ça sera donc N0 sur 2. Donc, c'est ce qui nous a permis de dire que la concentration de Ag+ est nulle. Et donc, la concentration de Zn2+, va être liée donc à cette quantité de matière finale de Zn2+, qui va être égale donc à N1' plus N0 sur 2. Alors ici, on m'a fait remarquer que je n'avais pas précisé le volume en fait, de demi-piles. J'aurais dû le faire effectivement. Donc on va supposer que chaque demi-pile donc, est caractérisée par un volume de 1 litre. Alors là, c'est assez arbitraire, le volume, j'aurais dû le fixer à une valeur spécifique. Donc là, comme on ne vous le précisait pas, on va prendre 1 litre. Et donc, la concentration donc, finale par votre conséquence de Zn2+, eh bien, donc, ça sera 0,39 mol par litre. Donc là, attention, quand j'ai fait l'application numérique, j'ai pris ici pour la concentration N1' plus N0 sur 2 divisé par V, autrement dit par 1 litre. Je n'ai pas divisé par 2 litres, simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est la concentration de Zn2+. Et donc, il faut que je regarde le récipient qui contient uniquement la demi-pile relatif à ces ions Zn2+. Et donc, le volume de cette solution, c'est bien 1 litre
et ce n'est pas 2 litres, vu que les solutions sont ici physiquement séparées. Bien, donc voici, donc ça c'était ce que j'avais pas eu tout à fait le temps de faire pour conclure la dernière fois. Il reste donc une dernière petite chose à calculer, c'était donc la charge qui a traversé donc le circuit pendant la durée de fonctionnement ici et bien donc de la pile. Donc je vous rappelle que la charge qui traverse le circuit va être liée en fait eh bien, aux électrons qui vont circuler eh bien, de l'anode vers la cathode. Donc, si on s'intéresse à un électron eh bien, donc, un électron a une charge qui est égale à petit e, la charge élémentaire, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Si on s'intéresse à une mole d'électrons, eh bien, on va avoir donc une charge ici qui va être égale à nombre d'Avogadro fois petit e. Si on fait l'application donc numérique, on trouve environ 96 500 coulombs mol moins 1. Donc ça porte un nom particulier. C'est ce qu'on appelle donc un Faraday. On note ça grand F. Donc c'est la charge d'une mole d'électrons. Donc, ce Faraday, il est intéressant simplement parce que si on veut savoir la quantité, donc, la charge qui a traversé donc, le circuit, eh bien, il suffit de savoir quelle est la quantité de matière d'électrons qui a traversé le circuit. On multiplie donc par le Faraday et ça nous donne la charge par voie de conséquence qui a été mise en jeu lors du fonctionnement de la pile. Bon, il reste une dernière petite chose à faire, c'est à déterminer donc, la quantité de matière ici, d'électrons qui a traversé le circuit. Donc, pour cela, il suffit d'avoir en tête la chose suivante. Lorsque je reprends la demi-équation électronique relative à l'argent, donc Ag plus électron qui donne Ag. On remarque que pour chaque mol d'ion Ag+ consommé, il va y avoir une mole d'électrons qui va traverser le circuit. Donc, pour chaque mol de Ag+ consommé, donc une mole d'électrons traverse le circuit. Et donc, compte tenu du fait que le nombre en fait, de moles de Ag+ dans le milieu réactionnel, c'est 0,18 mol pour 1 litre de solution. On a donc ici la quantité de matière d'électrons qui sera égale à 0,18 mol. Je vous rappelle, j'ai pris arbitrairement ici, donc la donnée elle était manquante dans l'énoncé, V égale 1 litre. Puisque ces 0,18 mol, ça représentait la quantité de matière d'ion Ag+ présent dans le milieu réactionnel. Et donc, notre charge dans le circuit Q, ça sera donc ces 0,18 mol fois le Faraday. Et donc, on trouve une charge de 17 370 coulombs. Donc, voici pour cette première application sur la pile zinc argent ici. Donc, il y avait vraiment
Rien d'extraordinaire hein, Monsieur. pour ce premier exemple. Oui. Pour avoir le Q, vous êtes servi du K pour une mole, après vous les avez multipliés par LE. Alors, hop, j'ai utilisé hein, la relation que j'ai écrite ici en bas. Donc, un électron porte la charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Si on s'intéresse à une mole d'électrons, bah, on a une charge de 96 500 coulombs puisqu'il y a nombre d'Avogadro électrons dans une mole. Et donc après, bah, pour avoir la charge, hein, il suffit simplement hein, de savoir quelle est la quantité de matière, le nombre de moles d'électrons qui ont traversé le circuit. Et ce que j'ai utilisé, hein, c'est le fait que la demi-équation électronique relative à l'argent hein, nous dit que pour chaque ion argent consommé, il y a un électron qui traverse le circuit. Donc ce que je dis là en termes d'ion, hein, c'est valable aussi en termes de mol. Hein. Donc pour chaque mol d'ion Ag plus consommé, il y a une mole d'électrons hein, qui a traversé le circuit. Et donc, compte tenu du fait que la concentration en ion Ag plus était 0,18 mol par litre, ben, on avait la même concentration, la même quantité de matière en termes d'électrons. Ok, merci. Okay. Monsieur, oui. J'ai pas bien compris pourquoi pour la charge d'un électron, on l'avait mis positive. C'est pas normalement moins 1,6 fois 10 moins 13 coulombs? Alors, si on parle, effectivement, si je parle de charge, vous avez raison. Hein. Hop, il faudrait que je mette ici moins E pour l'électron. Alors après, le Faraday, hein, on prend 96 500 hein, coulombs, mais positivement. Alors, ce n'est pas tout à fait la charge d'une mole d'électrons, hein, mais c'est la valeur absolue donc, de la charge, en fait, hein, le Faraday. Et donc, si on veut la charge en termes de nombre d'électrons, effectivement, hein, qui a traversé donc, le circuit, hein, eh bien, il faudrait un signe moins. Sauf que, en fait, hein, lorsque on s'intéresse donc, au fonctionnement d'une pile, ce qui nous intéresse à proprement parler, hein, ce qui se cache derrière, hein, c'est l'intensité. Hein. I qui est égal à Q sur delta T. Et donc, je vous rappelle, hein, l'intensité, elle a été introduite en électricité avant que la structure de l'atome soit connue, avant qu'on se rende compte que, eh bien, au niveau de tout ce qui est métal, hein, ce sont effectivement des électrons qui transitent dans le circuit. Donc, l'intensité, hein, lorsque on s'intéresse à l'intensité, on s'intéresse à des porteurs de charge positive, bien que ce soit les électrons qui sur ce transfert de charge. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en général avec une charge positive ici, okay, qui caractérise en fait l'intensité qui a traversé dans le circuit. C'est pour ça que pour le Faraday, on prend une grandeur qui est positive. Donc, ce n'est pas tout à fait la charge en termes d'électrons hein, qui a traversé le circuit, mais en termes d'intensité. Merci. Bien. Donc ça, c'était la première pile élémentaire. Donc la deuxième pile, donc ça, c'est un exemple là, que vous devez bien regarder. Donc c'est la pile de concentration. Donc vous verrez, c'est ce qu'on va mettre en œuvre en TP. Alors, je ne sais pas si on fera le TP la semaine prochaine ou la semaine d'après. Hein. De toute façon, la semaine prochaine, non, avec le long week-end, il n'y a pas cours vendredi, donc ça sera forcément la semaine d'après. Donc ici, hein, on a donc une pile de concentration. Donc si on regarde un peu la constitution donc, de cette pile, la particularité, hein, c'est qu'au niveau des deux demi-piles, on a un fil de cuivre qui va plonger donc, dans une solution donc, de sulfate de cuivre. Et donc, vous remarquez qu'au niveau des deux demi-piles, ici, hein, eh bien, c'est le même couple redox qui est mis en jeu. Ça va être le couple Cu2 plus Cu. Bon, bien que ça soit le même couple redox, hein, on va avoir malgré tout donc, une réaction d'oxydoréduction qui va se faire, simplement parce que je vous rappelle que eh bien, donc, tant que les potentiels en fait, hein, des deux demi-piles ne sont pas égaux, eh bien, on a la pile qui va eh bien, fonctionner. Et la particularité, hein, c'est que les potentiels de Nernst dépendent en fait, des conditions expérimentales dans lesquelles on se place. Et à partir du moment hein, où on ne prend pas la même concentration à anion Cu2+, en fait, hein, dans les deux béchers, donc 0,1 mol par litre contre 0,01 mol par litre,
eh bien, on va avoir des valeurs de potentiel de Nernst différents au niveau des deux demi-piles, et donc la pile va débiter en fait. Bien. Donc ici, on vous demandait de déterminer la polarité de la pile. Donc là, je vous rappelle, il faut s'intéresser au potentiel de Nernst en fait, de chaque demi-pile, sachant que les couples qui sont mis en jeu ici sont les mêmes, donc Cu2 plus Cu. Donc on commence toujours par écrire la demi-équation électronique, donc Cu2 plus 2 électrons, qui va donner Cu solide, ce qui permet d'écrire le potentiel de Nernst. Donc, le potentiel de Nernst du couple Cu2 plus Cu, c'est le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, donc 2 en l'occurrence ici, log de l'activité de l'oxydant, donc Cu2 plus, sur l'activité du réducteur, à savoir Cu. Bien. Il suffit de calculer ce potentiel de Nernst pour chacune des deux demi-piles. Donc, si je m'intéresse au potentiel E1 relatif à la demi-pile de gauche, eh bien, on a le potentiel standard ici, du couple Cu2 plus Cu, autrement dit 0,34 volts, donc plus 0,03. Log ici, donc au niveau du réducteur, c'est un solide, donc l'activité ici elle vaut 1. Il ne reste que l'activité de notre oxydant, Cu2+, donc c'est la concentration de Cu2+, donc 0,100, sur la concentration C0, 1 mol par litre. Et donc ici, on va avoir un potentiel de Nernst qui va valoir 0,31 volts pour la demi-pile de gauche. Donc, remarquez bien encore une fois que le terme qui est ici, c'est un terme correctif qui va venir modifier la valeur du potentiel standard en tenant compte des conditions expérimentales. Encore une fois, la valeur du potentiel va être proche ici de cette valeur du potentiel standard, donc toujours pour les mêmes raisons, le log qui écrase le quotient et un terme qui est faible ici devant qui vient multiplier le log. Si je fais la même chose pour la demi-pile de droite, on a E2 qui va être égal au potentiel standard, donc 0,34 volts, donc plus 0,03, fois log ici, donc cette fois-ci, c'est 1,0 fois 10-2 sur 1, et donc ici, on va avoir 0,28 volts pour le potentiel ici de la demi-pile de droite. Donc là, même remarque, donc la valeur qui est ici, elle est proche du potentiel standard. Vous remarquez malgré tout que quand on fait varier les conditions expérimentales, on peut faire varier ici le potentiel de la demi-pile correspondante. Et donc, on remarque que E1 est supérieur à E2. Et donc, d'un point de vue pratique, on aura au niveau de la demi-pile 2 ici, la borne moins, autrement dit notre anode, et à gauche, la borne plus, notre cathode. Donc, la force électromotrice de la pile va être ici positive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pile de concentration, puisque vous remarquez que on a le même couple redox qui est mis en jeu dans les deux demi-piles. On joue simplement sur la concentration du milieu réactionnel pour que la pile, ici, puisse débiter. D'où le nom de pile de concentration. Dans la deuxième question, on vous dit qu'on branche un conducteur ohmique aux bornes de la pile et on vous demandait de déterminer les concentrations finales dans chaque bécher lorsque la pile cesse de fonctionner. Donc là encore une fois, une fois qu'on branche la pile sur un conducteur, sur un circuit extérieur, il y a une réaction redox qui va se produire et la pile qui va débiter. Alors sur ces piles de concentration,
la réaction redox qui va se produire, hein, elle est un petit peu pénible à écrire puisque c'est le même couple redox ici. Donc, on a Cu2+ ici, hein, Cu. Ah. Donc, Cu2+, Cu. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Puisque vous remarquez hein, qu'on a les mêmes espèces qui interviennent du point de vue des réactifs et du point de vue des produits. Alors, par contre, hein, il faut bien garder à l'esprit que c'est une pile, hein, donc les deux demi-piles sont physiquement séparées l'une de l'autre, hein, et donc on va avoir hein, l'oxydation qui se passe d'un côté, la réduction de l'autre. Hein. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on a la borne moins ici, hein, ça va être une oxydation, hein, et la borne plus, ça va être la réduction. Donc ça, c'est lié hein, au fonctionnement même de la pile. Et donc, si je tiens compte de ça, hein, en bleu, je vais donc avoir ce qui se passe au niveau de l'anode. Et en rouge, ce qui se passe au niveau de la cathode. On peut faire un tableau d'avancement avec un état initial, un état final. Donc ici, encore une fois, j'ai des quantités de matière qui sont présentes à l'état initial pour chacune des espèces chimiques. Donc, je fais mon tableau d'avancement de la manière la plus classique qui est. Et donc, on va devoir déterminer les concentrations finales dans chaque bécher lorsque la pile va cesser de fonctionner. Donc, encore une fois, hein, on utilise la même chose, à savoir que la pile ne débite plus donc, quand la force électromotrice, ici, hein, elle est égale à 0, autrement dit, hein, lorsque le potentiel ici, E1 de la cathode, de la borne plus, hein, va être égal au potentiel ici de l'anode, E2. On a E1 et E2 qu'on avait exprimés précédemment. Hein. Donc, E1, c'est le potentiel standard ici du couple Cu2 plus Cu, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés 2 fois log de la concentration finale de Cu2+. Donc là, je réutilise un peu de couleur. Hein. Le reste, on va voir, ça ne va pas être important. Donc ça, c'est au niveau de la cathode. Hein. Et au niveau de l'anode, c'est E2 qui est égal au potentiel standard ici du couple Cu2 plus Cu. Donc plus 0,06 sur 2. Log ici hein, de l'activité de l'oxydant final, autrement dit, Cu2 plus final. On remarque que c'est encore plus facile que dans l'exercice précédent hein, pour conclure, hein, puisque quand la pile ne débite plus, la force électromotrice elle est nulle. Et comme c'est une pile de concentration ici, hein, les expressions des potentiels de Nernst sont totalement équivalentes. Et on remarque par voie de conséquence que
la pile, elle ne débitera plus lorsque la concentration de Cu2+ au niveau donc, de notre cathode, autrement dit de la borne plus, sera égale donc, à la concentration donc, de Cu2+ au niveau de l'anode. Bien. Une fois que l'on a dit ça, c'est fini ou presque. Il suffit simplement d'utiliser donc le tableau d'avancement. On connaît donc les quantités de matière finale ici, de Cu2+ au niveau de la cathode et au niveau de l'anode. On sait que le volume de chaque demi-pile vous est donné dans l'énoncé, c'est 50 millilitres. Donc, si on traduit cette égalité de concentration, on a donc N0 moins XF sur V, qui est égal ici à N1' plus XF sur V. Et donc ça nous permet d'en déduire que l'avancement final, ici, va être égal à N0 moins N1' sur 2. Il suffit simplement de calculer les quantités de matière N0 et N1' ici pour conclure. Donc, pour cela, il suffit d'utiliser les valeurs de concentration qui étaient données au niveau de l'énoncé. Donc, au niveau de la cathode, donc, on avait une concentration de 0,1 mol par litre et on avait 50 millilitres. Donc, on a N0 qui est égal à la concentration initiale ici de Cu2+ fois le volume. Donc, ici, on a 5 millimoles. Donc là, je mets directement les valeurs en mol dans mon tableau. Et si on fait pareil de l'autre côté, donc on avait donc une concentration cette fois-ci simplement de 0,01 mol par litre et on avait donc le même volume. Donc on avait donc une concentration de 0,5 millimoles. Et donc si on en déduit donc la valeur de l'avancement final, on trouve donc un avancement final ici de 2,25 fois 10-3 mol. Connaissant l'avancement final, on peut en déduire par voie de conséquence les concentrations finales dans chaque demi-pile. On a donc la concentration finale au niveau de la cathode, qui sera bien évidemment égale à la concentration finale au niveau de l'anode, puisque la pile cesse de débiter lorsqu'il y a égalité des deux concentrations. Et donc, on trouve ici, pour la concentration finale, une concentration de qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, c'est ça, c'est la concentration. De 5,5 fois 10-2 mol par litre. Monsieur, Oui. je suis un peu perdu là avec la concentration. Oui. C'est surtout voilà, pour déterminer l'avancement molaire. Oh là. Là, vous avez utilisé le premier Cu2+, le deuxième Cu2+, je ne vois pas à quoi il correspond. Alors, celui qui est en bleu. Donc, la difficulté dans ces exercices sur les piles de concentration, c'est vraiment simplement les notations. Après, c'est moins calculatoire que les autres exercices qu'on est susceptible de faire au niveau des piles. Le seul problème, c'est qu'on a le même couple Cu2 plus Cu dans les deux demi-piles. Donc, il faut bien savoir à chaque fois de qui on parle. Donc là, la borne plus, c'est la cathode. On a ici un volume, on vous dit, de 50 millilitres de solution. Et la concentration, c'est 0,1 mol par litre. De l'autre côté, on a 50 millilitres également. Et la concentration, c'est 10-2 mol par litre.
OK. Donc, Mhm. dans mon tableau d'avancement, ici, lorsque j'ai calculé ma quantité de matière N0, c'est rien d'autre qu'au niveau donc, de la demi-pile 1, la concentration initiale de Cu2+, donc fois le volume, puisque la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. La concentration, c'était 0,1 mol par litre, et le volume, c'était 50 millilitres. D'où le 5-10-3 ici. Au niveau donc, de l'anode, de cette quantité de matière, ici, c'est exactement la même chose. C'est la concentration initiale de Cu2+, mais attention, cette fois-ci au niveau de l'anode, fois le volume. Donc la concentration initiale, c'était 0,01 mol par litre. Le volume, lui, c'était toujours 50 millilitres. D'où la valeur numérique ici pour mon N1'. Bon, une fois qu'on a dit ça, après on revient sur l'aspect chimique, à savoir que lorsque la pile ne débite plus, on va avoir égalité donc, des potentiels au niveau de l'anode et de la cathode. Et là où je dis que c'est moins calculatoire que sur une pile classique, c'est simplement parce qu'on a les mêmes expressions pour les potentiels de Nernst. Donc on remarque que lorsque la pile ne débite plus, ça veut simplement dire qu'à l'état final, les concentrations en ions Cu2+ dans les deux demi-piles sont égales, parce qu'il faut bien avoir en tête que les demi-piles sont séparées physiquement, et donc on aura une concentration de Cu2+ pour la première demi-pile et une concentration de Cu2+ pour la deuxième demi-pile. Et ensuite, j'utilise simplement le fait que cette concentration finale, c'est la quantité de matière sur le volume de la demi-pile à laquelle on s'intéresse, sachant que au niveau donc, de la cathode, c'est N0 moins XF, la quantité de matière, et N1' plus XF au niveau donc, de notre anode. On a une équation à une inconnue XF, puisque N0, N1' et V, on connaît. Donc j'en ai déduit la valeur donc, de XF. Et connaissant la valeur de XF, je peux donc avoir accès à l'aide des relations qui sont ici, là, aux concentrations de Cu2+, à la fois au niveau donc, de la cathode et de l'anode, sachant que ces deux termes sont égaux. Donc ça fait 5,5 fois 10-2 mol par litre. Ok, merci beaucoup, monsieur. Okay. Bien, donc on a quasiment fini. Donc on demandait juste, pour finir, d'analyser ici le déplacement donc, des ions dans le fond salin. Donc, je vous rappelle que le déplacement des ions dans le fond salin sert donc, à assurer donc, l'électroneutralité en fait, donc, de notre milieu réactionnel. Donc, si je remets donc, la pile, donc voici la pile à quoi elle ressemble. Donc ça, je vous rappelle qu'à gauche, ici, c'est la cathode. Et donc, on va avoir réduction au niveau de la cathode. Autrement dit, transformation d'ion Cu2+ en cuivre solide. Alors que de l'autre côté, on a donc l'anode, où on a une oxydation. Et donc, transformation de cuivre solide en ion Cu2+. Bon. Si on prend par exemple la demi-pile de droite, ici, on remarque que donc, la concentration d'ion Cu2+ va augmenter dans le milieu réactionnel et donc notre solution va avoir tendance à devenir de plus en plus positive, j'ai envie de dire. Et donc, on va avoir au niveau donc, ici de notre fond salin des ions NO3- qui vont passer en solution, de manière à venir rajouter en fait des charges négatives ici dans le milieu réactionnel à droite, de manière à ce que la solution continue à rester électriquement neutre. De l'autre côté, il y a des ions Cu2+ qui au contraire vont être consommés. Et donc, si des ions Cu2+ sont consommés, la solution là elle devient de moins en moins positive. Et donc, on va avoir au contraire des ions NH4+,
qui vont passer en solution de manière à venir assurer l'électroneutralité de la solution. C'est le rôle du pont salin, hein, assurer l'électroneutralité de la solution. Bien. Des questions là-dessus? Non? Alors, on va passer donc au dernier exemple. Et vous verrez donc qu'en TP, hein, ce que l'on fera sur le TP sur les piles, c'est qu'on combinera en fait les applications numéro 2 et les applications numéro 3. Donc ici, hein, dans cette application numéro 3, hein, si vous avez essayé de la faire, on fait varier donc, la valeur de la force électromotrice de la pile en rajoutant en fait des espèces chimiques, hein, dans chacune des deux demi-piles. Bon, ben en TP, on utilisera une pile de concentration dans laquelle donc, on fera varier en fait, le potentiel de Nernst en rajoutant, hein, soit dans la demi-pile de gauche, soit dans la demi-pile de droite, soit dans chacune des deux demi-piles des espèces chimiques, un peu comme dans cette application numéro 3. Et on verra que ça nous permettra, hein, par mesure de la force électromotrice, d'avoir accès à la constante d'équilibre de la réaction qui se produit. Hein. Donc là, en gros, hein, dans la question petit 3, on vous donne deux constante d'équilibre associée aux transformations qui vont se produire lorsqu'on va rajouter de l'ammoniac dans le milieu. Hein. En TP, on fera exactement la même chose, mais disons dans l'autre sens, à savoir on mesurera la force électromotrice, mais on en déduira la valeur des constantes d'équilibre qui sont mises en jeu. Hein. Donc l'utilisation de piles de concentration, hein, ça permet, hein, de manière assez simple d'avoir accès à des valeurs de constantes d'équilibre. Bon. Alors, avant d'arriver jusque-là, hein, on vous demandait d'abord de représenter donc, la pile Daniel. Bon, pile Daniel, hein, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Hein. Il n'y a rien de particulier. Hein. Donc, on a une pile classique avec deux demi-piles. On a le pont salin. On a ici des ions Zn2+. Ici, des ions Cu2+, donc il y a également des ions négatifs qui permettent à la solution d'être électriquement neutre. Hein. Et après, donc, on a du cuivre solide, du zinc solide. Donc voici, hein, pour cette schématisation ici donc, de notre pile. La force électromotrice, ensuite, donc, au niveau de la force électromotrice, bon, c'est un peu toujours la même chose, hein, que l'on fait. Hein. Donc, il faut écrire les deux couples qui sont mis en jeu. Donc, on a le couple Zn2 plus Zn. Donc, on écrit la demi-équation électronique. Puis le potentiel de Nernst. Donc, le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, 2 en l'occurrence, log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur. Donc, j'écris directement le résultat ici. Hein. Et donc, si on fait ici l'application numérique, sachant, hein, qu'on a une concentration de 10-2 mol par litre, eh bien, donc, on avait le potentiel standard, hein, qui valait moins 0,76. Donc, moins 0,76, moins 0,06. Hein, donc, ça nous donne moins 0,82 volts. Et si on fait la même chose pour l'autre demi-pile, donc Cu2+, plus 2 électrons, qui donne Cu solide. On a de même le potentiel ici du couple Cu2 plus Cu, qui est égal au potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, donc plus 0,06 sur 2, log
ici de la concentration de Cu2+ sur C0. Et donc, pareil, hein, si on fait l'application numérique, on a 0,28 volts pour la valeur de ce potentiel de Nernst. Donc, on remarque que la borne plus, hein, la cathode, ça sera donc ici, hein, la demi-pile relative au cuivre. Et ici, on a l'anode, la borne moins. Si on en déduit la valeur de la force électromotrice, donc la force électromotrice, ça sera donc le potentiel ici de Cu2+ Cu moins le potentiel de Zn2+ Zn. Et donc, on a une force électromotrice de 1,1 volt ici, hein, pour notre pile Daniel. Bien. Donc ça, c'était la partie classique. Je suis passé assez vite, hein. Il y a rien d'extraordinaire, hein, au niveau de ces deux premières questions. Alors, Monsieur, si on regarde, oui. polarité et force électromotrice, c'est la même chose ou Alors, la polarité, hein, ce qui se cache derrière, c'est la notion de pôle, donc pôle plus, pôle moins, hein. Donc, il faut dire quelle est la borne plus, quelle est la borne moins en fait, de la pile, hein. Donc, la polarité, hein, ça permet de savoir où est l'anode, où est la cathode, hein, mais c'est bien évidemment lié à la valeur de la force électromotrice qui en découle. D'accord, merci. Alors, là où ça change un petit peu, hein, c'est que, eh bien, si on regarde, hein, on vous dit que dans chaque compartiment, on ajoute sans dilution une mole d'ammoniac NH3. Il se produit alors les réactions suivantes dont on vous donne les constantes d'équilibre. Bon. Là, hein, il y a plusieurs choses à avoir en tête pour ne pas raconter de bêtises, hein. Donc, la première chose, attention, hein, ici, hein, ces deux réactions, hein, ne sont pas des réactions d'oxydoréduction, hein. Si vous prenez le nombre d'oxydation de l'élément cuivre dans Cu2+, hein, eh bien, donc, le nombre d'oxydation de cet élément cuivre, il vaut +2. Donc, là, c'est un ion monoatomique. Mais il vaut également +2 dans l'ion complexe qui est ici, hein. Alors, si vous me demandez, mais comment on peut le savoir, ça? C'est simplement, hein, en gardant à l'esprit quelles sont les règles de calcul, hein, associées à ces nombres d'oxydation, hein. On a dit que lorsqu'on a donc une espèce qui est moléculaire, NH3 par exemple, hein, eh bien, donc, dans cette espèce moléculaire, hein, la somme des nombres d'oxydation de l'azote et des 3 hydrogènes doit être nulle. Bon, il faut remarquer que eh bien, cette espèce chimique NH3 qui a globalement une somme de nombres d'oxydation nulle, on la retrouve eh bien, au niveau donc, de ce composé à droite ici, hein. Et donc, si on s'intéresse au nombre d'oxydation du cuivre plus 4 fois 0, ça doit être égal à +2. Et donc, on remarque que dans cette espèce qui est ici, hein, le nombre d'oxydation du cuivre, hein, eh bien, c'est bien +2, hein. De même que si je m'intéresse à la deuxième réaction, le nombre d'oxydation du zinc va être égal à +2
dans Zn2+, simplement parce que c'est un ion monoatomique, mais aussi dans Zn NH3 4 de plus pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir, on remarque que NH3 ici, eh bien, c'est une espèce moléculaire, donc la somme des nombres d'oxydation de l'azote et des 3 hydrogènes va être égale à 0. On retrouve cette espèce ici à l'intérieur de l'espèce chimique. Donc le nombre d'oxydation du zinc plus 4 fois 0 égale plus 2. Donc on retrouve bien le même nombre d'oxydation pour le zinc dans Zn2+, et dans cet ion qu'on appelle un ion complexe en fait. Et donc tout ça pour dire que, attention, on n'a pas de réaction d'oxydoréduction ici au niveau de ces deux espèces chimiques. Bien. Alors, on vous demandait de déterminer les concentrations de Cu2+, et Zn2+, pour commencer eh bien, après ajout d'ammoniac. Donc, on va regarder ce qui se passe pour le cuivre, et vous allez voir pour le zinc, ça sera la même chose. Donc, si je réécris ici cette réaction entre les ions Cu2+ et l'ammoniac NH3, et que je fais un tableau d'avancement, donc, on avait un volume de solution ici de 1 litre et on avait donc une quantité de matière de 0,01 mol. C'est ma quantité de matière initiale ici. Donc, on vous dit qu'on rajoute sans dilution 1 mol d'ammoniac. Donc ici, on a 1 mol. Si je fais mon état final, je vais avoir ici N0 moins XF, ici N0' moins 4XF, et ici XF. Et donc ici, il faut bien avoir en tête la valeur de la constante d'équilibre associée qui vous est donnée. C'est K10, à savoir 10 exposant 12. Et donc, je vous rappelle qu'on doit déterminer l'état final. La question à se poser une fois qu'on a fait notre tableau d'avancement, c'est quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Simplement parce que ici, le fait que la constante d'équilibre soit très grande, supérieure à 10 puissance 4, je vous rappelle, cette valeur-là, elle est assez arbitraire, ça nous donne une transformation totale au niveau de notre milieu réactionnel. Et donc, si la transformation elle est totale, ça veut dire qu'il y a un réactif limitant. Bon, il suffit de regarder un peu les valeurs numériques qui sont mises en jeu. Donc, 10-2 mol, 1 mol. Donc, le réactif limitant, bien évidemment, ici, ça va être Cu2+. Et donc, on remarque qu'à l'état final, ici, on aura donc 0,96 mol de NH3 et 0,01 mol ici d'ion complexe. Bon. Alors ça, c'est intéressant de s'en rendre compte. Par contre, si on relit la question, ce qui nous intéressait, c'était les quantités de matière ou les concentrations de Cu2+. Donc là, en première approximation, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que la concentration de Cu2+ finale, eh bien, ça va être environ égal à 0. Bon. Par contre, le fait de dire que c'est égal à 0, ça c'est problématique, parce que même si ça nous permet d'avoir accès facilement à l'état final, il va rester malgré tout un tout petit epsilon de Cu2+ que l'on a négligé, mais on a besoin de ce petit epsilon, puisque juste après, ce qu'on va utiliser, c'est le potentiel de Nernst, et on a besoin de cette concentration de Cu2+, pour faire l'application numérique. On ne va pas pouvoir prendre le log d'une espèce ici, dont la concentration va être nulle. Et donc, ici, je dois, comme on l'a fait à plusieurs reprises, en particulier au premier semestre, utiliser l'expression ici de la constante d'équilibre pour avoir accès à ce petit epsilon résiduel anion Cu2+. Donc là, je prends la concentration de mon complexe à l'état final.
sur la concentration de Cu2+ à l'état final, fois la concentration de NH3 à l'état final à la puissance 4. Et donc, attention, hein, je vous rappelle, dans la constante d'équilibre, ce sont des activités à proprement parler qui interviennent. Donc, l'activité, hein, c'est la concentration sur la concentration de C0 de 1 mol par litre. Hein. Et donc, voici pour la constante d'équilibre. Connaissant les concentrations finales d'ions complexes et de NH3, on peut en déduire ici à une bonne estimation de la concentration finale de Cu2+, qui va être égale ici à la concentration de notre ion complexe divisé donc par K10 fois la concentration de NH3 finale à la puissance 4. Donc, je vous rappelle, hein, on a dit qu'on travaillait donc, dans 1 litre de solution. Donc, ça nous permet d'avoir accès hein, directement eh bien, à cette concentration hein, que l'on cherche. Monsieur? Oui. Pourquoi c'est C0 puissance 3 et pas puissance 4? Oui, c'est un 4 ici, bonne remarque. Et donc, on trouve eh bien, donc, une concentration finale anion Cu2+ de 1,18 fois 10 puissance moins 14 mol par litre. Et donc, vous remarquez hein, que le fait d'avoir, dans un premier temps, considéré que cette concentration, elle était nulle, hein, c'est une hypothèse qui était quand même plutôt raisonnable, hein, puisqu'on a une concentration finale en 10 puissance moins 14, hein, on remarque que c'est totalement négligeable hein, devant le 0,01 mol par litre et le 0,96 mol par litre ici de notre ion complexe et de l'ammoniac ici. Hein. Monsieur? Oui. Mais du coup, pour calculer la concentration de Cu2+ à l'état final, on a pris des concentrations de NH3 et de CrNH3 où on considérait que Cu2+ était égal à 0. Oui, effectivement. Ok, c'est un peu... C'est frauduleux. Alors, c'est frauduleux mathématiquement parlant, donc je vous l'accorde. Alors, ça, c'est une remarque que j'ai tout le temps, hein, donc je ne l'avais pas eu au premier semestre hein, cette année. Bon, ça m'avait un peu étonné, hein, mais bon, ma foi, j'avais laissé courir. Hein, je me doutais bien qu'à un moment ou à un autre, hein, ça allait gêner donc, les matheux que vous êtes. Hein. Alors, effectivement, hein, ça peut paraître surprenant de dire la valeur, elle est nulle, donc on en déduit ces deux valeurs-là. Et ensuite, on dit, on se sert de ces deux valeurs-là pour en déduire l'autre. Alors, bien évidemment que si, en fait, hein, on fait un calcul qui est rigoureux, la valeur, elle ne sera pas tout à fait exacte et égale à cette valeur-là. Donc, si on voulait trouver hein, la vraie valeur, et vous pourrez vous amuser à faire le calcul, je vous le mets juste en place là et vous allez voir pourquoi hein, on ne procède pas comme ça et pourquoi c'est embêtant de faire ça. Donc ici, hop, je change. Alors, je vais juste faire un copier-coller de ça. Ça va être plus pratique. Hop. Donc ici, hop, si on veut faire donc, le vrai calcul sans l'hypothèse ici, qui est ici, là, je ne peux pas effacer. Bon, bref, c'est pas grave, je vais écrire. Donc, on ne fait plus cette hypothèse-là. Donc, on n'a plus accès à ces valeurs-là. Hein. Donc, je vous rappelle que si on veut avoir accès à l'avancement final, il faut déterminer hein, eh bien, donc, la valeur de l'avancement à l'aide de la constante d'équilibre. Donc, on a K10 ici, qui va être égal à la concentration ici de notre complexe, donc XF sur V, divisé par la concentration de Cu2+, donc N0 moins XF sur V, fois la concentration de NH3,
N0' moins 4xf sur V à la puissance 4. Et donc, on a une équation à une inconnue, xf. OK. Bon, sauf que si on regarde, hein, il va falloir trouver le 0 d'une fonction polynomiale de degré 5, puisqu'on a du xf à la puissance 4 fois xf. Hein. Donc, 0 d'une fonction polynomiale de degré 5, hein, je vous laisse le résoudre. Hein, il faut une méthode numérique de résolution. Donc, dichotomie, Newton ou autre chose, hein, avec tous les problèmes inhérents, hein, à savoir qu'il faut avoir en tête une estimation de ce XF pour pouvoir le trouver, puisque avec la dichotomie, il faut encadrer correctement la zone de recherche, sachant que c'est un polynôme de degré 5, donc des racines, a priori, il va y en avoir plusieurs. Avec Newton, il faut initialiser correctement pour trouver le XF. Hein. Donc, vous pourrez essayer de le faire. Hein. Vous verrez que même si on ne trouve pas exactement avec la même précision hein, ce 1,18 fois 10 puissance moins 14, on retombe sur du 1, quelque chose hein, fois 10 puissance moins 14. Alors, en soi, hein, le fait qu'on n'ait pas exactement la vraie valeur ici, ce n'est pas si gênant que ça, hein, parce que si vous regardez les autres concentrations qui sont mises en jeu, hein, OK, pour le NH3, on n'aura peut-être pas 0,96, mais on aura 0,9599999, etc. Hein, et ça va changer hein, la valeur sur la 14e décimale ici. Hein. Et donc, vous remarquez qu'en fin de compte, hein, même si on n'a pas exactement ici hein, la vraie valeur, hein, ça ne va quasiment pas entacher les valeurs des concentrations hein, du complexe et de NH3, simplement hein, parce que ça modifierait la valeur de la 14e décimale derrière. Hein. Et donc, vu que là, j'ai limité ici mes résultats à 2 décimales, hein, la valeur que j'ai choisie ici pour ces deux concentrations hein, sont tout à fait légitimes. Après, hein, je vous redis, si vous ne croyez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, faites la résolution ici par une méthode numérique. Hein, et puis, une fois que vous avez trouvé la valeur, hein, comparez avec celle qu'on a trouvée. Hein, et puis, demandez-vous si ça vaut la peine de faire tout ça hein, pour quelque chose qu'on peut faire de tête quasiment hein, par cette approche-là. Mais vous reprendrez bien hein, ces techniques-là de calcul que l'on avait fait hein, donc, au premier semestre. Hein, à chaque fois qu'on a une transformation totale, on procède toujours de cette manière-là hein, pour donner rétrospectivement hein, un ordre de grandeur hein, de la concentration résiduelle en réactif limitant hein, ici que l'on a utilisé. Alors, c'est vrai que mathématiquement parlant, je vous l'accorde, ce n'est pas top, mais après, hein, numériquement parlant, hein, à condition de garder ici un nombre de chiffres significatifs raisonnable, c'est tout à fait légitime. Hein. On n'ira jamais exprimer une concentration ici hein, avec 14 décimales hein, pour NH3 ou ion complexe, par exemple. Bien. Alors, pour le coup, donc, on a ici la concentration donc, de Cu2+. Hein, et donc, si on fait exactement la même chose pour Zn2+, alors, c'est exactement le même calcul, hein, parce que si vous regardez, hein, la transformation ici, hein, elle a la même stoichiométrie. Hein, donc, vous avez un ion Zn2+, pour 4 NH3 pour donner donc, le complexe correspondant. La seule chose qui change, c'est la valeur de la constante d'équilibre, mais elle reste totale la transformation. Hein. Donc, c'est juste au niveau de la valeur numérique, ici, hein, la valeur de K qui va changer. Hein. Et donc, on trouve ici hein, 2,35 10-11 mol par litre. Donc là, hein, c'est la même remarque, hein, à savoir hein, que, OK, hein, on n'a pas tout à fait la bonne valeur, hein, mais ça va jouer sur la 11e décimale, en gros, hein, des concentrations en espèces majoritaires, un H3 et un ion complexe. Hein, et donc, ça reste tout à fait raisonnable, cette approximation.
Bien. Et c'est là où il faut faire ensuite attention. Hein. On vous demande d'en déduire la nouvelle force électromotrice ici de la pile. Donc là, il faut bien avoir en tête que les deux réactions là, qui se sont produites, qui font varier les concentrations de Cu2+ et de Zn2+ dans chacune des deux demi-piles, ce ne sont pas des réactions ici hein, d'oxydoréduction. Et donc ici, hein, lorsque on va calculer donc, la nouvelle force électromotrice de la pile, eh bien, donc, la force électromotrice de ma pile, ça reste ici hein, le potentiel de Cu2+, Cu, moins le potentiel de Zn2+, Zn. Et donc, ça reste égal à 0,06, pardon, à notre potentiel standard ici du couple Cu2 plus Cu, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés fois log de la concentration donc, de Cu2+, qu'on a calculé juste avant, moins le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn. Donc, moins 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, fois log de la concentration de Zn2+. Et donc, c'est le fait ici que l'on fasse varier les concentrations de Cu2+ et de Zn2+ dans le milieu réactionnel qui va faire que la force électromotrice va varier. Et donc, on trouve ici comme nouvelle force électromotrice. Alors, je vous dis un moins. Donc, on trouve comme force électromotrice 1,0 volts. Vous remarquez hein, qu'elle va aller initialement à 1,1 volt. Elle est passée à 1,0 volt, simplement parce qu'on a fait varier les concentrations de Cu2+ et de Zn2+ dans le milieu réactionnel. Donc là, hein, on a réutilisé hein, la même formulation ici des potentiels de Nernst, hein, simplement parce que les réactions hein, qui ont fait varier Cu2+ et Zn2+, ce n'est pas de l'oxydoréduction. Hein. Et donc, si on s'intéresse à la force électromotrice de la pile, eh bien, ce sont les potentiels d'oxydoréduction des deux demi-piles qui sont mises en jeu, hein, qui nous donnent la valeur de la force électromotrice ici. Hein. Bon, et donc, on vous demande quelle serait donc l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile si on l'a branchée donc, sur un circuit extérieur pour terminer. Bon, ben là, il y a deux façons donc, de répondre à la question. Hein. Les deux sont valables. Donc, on a dit hein, que la réaction d'oxydoréduction qui se produisait, hein, donc c'est Cu2 plus Zn qui donne Cu plus Zn2+. C'est la réaction d'oxydoréduction hein, qui traduit hein, le fait que du cuivre au degré d'oxydation 2 va réagir avec du zinc au degré d'oxydation 0 pour donner hein, l'oxydant et le réducteur conjugués. Alors, si vous répondez ça, il n'y a pas de souci, c'est juste. Malgré tout, hein, on peut donner une réponse qui est un tout petit peu meilleure hein, au niveau donc, chimique. Simplement, hein, parce que si je reviens un petit instant en arrière, on a dit hein, que lorsque on va rajouter un H3 dans le milieu réactionnel, hein, on avait le même nombre d'oxydations pour l'élément cuivre dans Cu2+ et dans l'ion complexe, et pareil pour Zn2+. Or, on a vu hein, que quand on rajoute l'ammoniac dans le milieu hein, réactionnel, il n'y a quasiment plus d'ion Cu2+ dans le milieu, ni d'ion Zn2+. Et donc, d'un point de vue de l'élément cuivre,
eh bien, l'élément cuivre au degré d'oxydation 2, une fois qu'on a rajouté l'ammoniac, se trouvera quasi exclusivement sous la forme d'ion complexe. Et pareil pour Zn2+. Et donc, si on veut eh bien, donc, traduire plus la réalité chimique, bah, il vaut mieux dire que le cuivre au degré d'oxydation 2, il est là sous la forme eh bien, ici de l'ion complexe. Et c'est cette espèce chimique qui va réagir avec Zn pour donner donc du cuivre solide. Et puis donc une espèce au degré d'oxydation 2. À savoir notre ion complexe. Mais d'un point de vue oxydoréduction, ça revient strictement au même d'écrire ça que d'écrire ça. Okay. Alors, ici, il y a, disons, deux approches un peu antagonistes qui sont mises en jeu. À savoir, eh bien, vous remarquez que si je veux avoir accès à la force électromotrice de la pile, bah, le mieux, c'est de raisonner en fait sur l'équation redox qui est ici, puisque connaissant en fait les concentrations de Cu2+, et Zn2+ à l'état final que l'on a déterminé juste avant, la force électromotrice de la pile de 1 volt est immédiate à obtenir. Ce que l'on aurait pu faire également pour eh bien, donc, déterminer cette force électromotrice de 1 volt, eh bien, c'est qu'on aurait pu tenir compte de la réalité chimique, à savoir du fait que dans le milieu réactionnel, eh bien, donc, le cuivre au degré d'oxydation 2 donc je ne mets pas les crochets comme tout à l'heure pour aller un petit peu plus vite et alléger les notations ici. Donc, on aurait pu écrire ici la différence de potentiel de Nernst ici entre le potentiel du couple CuNH4 2 plus Cu, puisque là on a bien du cuivre au degré d'oxydation 2, et pareil pour le deuxième couple ici. Si on fait le calcul, on trouve exactement le même résultat, à savoir 1 volt. Bon, sauf que ici, faire le calcul en raisonnant plus sur la réalité chimique du milieu réactionnel, eh bien ça, c'est problématique. Et ça, d'un point de vue pratique, on ne peut pas conclure avec les seules données que l'on vous donne, parce que que valent les potentiels standards ici des couples ion complexe Cu2+, on ne sait pas. Il ne vous est pas donné dans l'énoncé. Et pareil pour le deuxième couple. Le potentiel standard ici de ce couple-là, eh bien, on ne vous le donne pas. Et attention, autant on trouvera la même valeur numérique si on fait la différence entre les potentiels de Nernst ici de ces deux couples, à savoir 1 volt, autant on ne peut pas dire que le potentiel standard du couple CuNH3 4,2 plus Cu, c'est le même que celui du couple Cu2 plus Cu, parce que ce ne sont pas les mêmes espèces chimiques. Et donc, si on vous avait donné les potentiels standards de ces deux couples-là, on aurait pu utiliser cette formule et on aurait trouvé exactement la même valeur de force électromotrice. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on ne les connaît pas, ces valeurs de potentiel standard, on est un peu bloqué et on ne peut pas dire grand-chose d'un point de vue numérique. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé eh bien, donc, cette formulation-là au départ pour avoir accès à cette force électromotrice. Bien. Des questions là-dessus? OK. Alors, sur ces petites applications-là, les 1 à 3, on est sur des modèles assez théoriques de piles. Donc, vous allez voir qu'au niveau du TD, on va remettre globalement les mêmes méthodes en place. Mais
avec une petite particularité, hein, c'est que, eh bien, donc, on va s'intéresser donc dans le TD à des piles qui sont réalistes. Et donc, le fait de s'intéresser à des piles qui sont réalistes, eh bien, va rajouter donc une petite démarche supplémentaire, hein, à savoir qu'il va falloir faire attention aux conditions expérimentales associées donc au fonctionnement ici de ces piles. Donc là, on s'intéressait à un accumulateur au plomb, autrement dit à une batterie de voiture. Et donc, on vous demandait quelle est la réaction qui se produit quand la batterie fonctionne. Alors, ici, on vous donne une schématisation de la batterie. Donc, là-dessus, il va falloir aller bien récupérer donc, l'anode, la cathode, etc. Et puis ensuite, il va falloir regarder un petit peu également les conditions opératoires dans lesquelles on va opérer. Donc, vous remarquez qu'au niveau de la solution électrolytique, ici, vous avez des ions H3O+, vous avez des ions HSO4-. Donc ça, il va falloir également que ça apparaisse. Bon. Surtout, un peu comme toujours, j'ai envie de dire, si on ne voit pas bien comment il faut démarrer au niveau de l'exercice, il faut regarder un petit peu ce qu'on vous fournit au niveau des données. Et ça permet, en fait, la plupart du temps, de se débloquer. Donc, si vous êtes resté un peu sec là, sur le schéma là, pour répondre à la première question, si vous regardez un peu les valeurs de potentiel standard qui sont mises en jeu au niveau donc, de cette pile, remarquez bien qu'on vous donne un potentiel standard du couple PbO2-PbSO4. Donc, vous remarquez que PbO2, c'est un oxydant, PbSO4, c'est un réducteur. Et de l'autre côté, vous avez un autre couple, PbSO4, où on a ici un oxydant, et le plomb solide, qui est un réducteur. Une réaction redox, c'est une réaction entre un oxydant et un réducteur. Donc là, remarquez bien que le PbO2 oxydant va pouvoir réagir avec le Pb, ici, réducteur. Et donc, visiblement, on va avoir PbO2 et Pb qui réagissent pour donner PbSO4, donc une espèce qui joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur. Donc là, même si au départ, on ne sait pas bien comment attaquer l'exercice en regardant simplement le schéma, si on regarde un petit peu au niveau des données, ça doit nous permettre d'avancer, puisqu'on a ici, en gros, les couples qui vous sont donnés implicitement. Bien. Quand on doit écrire une réaction redox qui se produit surtout avec des couples un peu évolués comme ceci, n'allez pas écrire directement la réaction redox. Il faut toujours passer par les demi-équations électroniques. Et donc là, c'est encore plus vrai sur un exercice de ce type-là, où donc, les couples, ils ne sont pas si simples que ça. Donc, vous avez PbSO4, Pb. Et donc, si j'écris la demi-équation électronique, donc on a PbSO4, ici, notre oxydant, donc plus électron, qui va donner donc du Pb. Donc, on a dit que si on équilibre avec la méthode classique du lycée, on commence par équilibrer donc, les espèces chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc là, si on regarde, on a le plomb, déjà, lui, il est équilibré. Il va falloir équilibrer ensuite le soufre. Et donc, c'est là où le schéma est important. Surtout, pour équilibrer le soufre, on n'écrit pas n'importe quoi au niveau du membre de droite de l'égalité. Il faut tenir compte de la réalité chimique associée donc, à cet accumulateur. Et donc, on remarque que dans le milieu électrolytique, il va y avoir des ions HSO4-. Donc, ce qui permet d'assurer la conservation ici en élément soufre, c'est l'espèce HSO4-. Une fois qu'on a assuré cette conservation-là en élément soufre, il faut assurer la conservation en élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. Donc, on remarque qu'il y a 4 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite. Donc, ça, c'est bon. Il reste à équilibrer donc, les hydrogènes avec des H+. Il y en a un à droite, donc il en faut un à gauche. Et il reste simplement à équilibrer donc, la charge. Donc, il y a une charge négative à droite, donc il en faut une à gauche, donc ici, plus 2 électrons. Donc là, les plombs sont équilibrés,
les soufres également, les oxygènes également, les hydrogènes également, la charge également. Alors, vous remarquez que dans le milieu réactionnel, hein, il y a des ions H3O+, hein, donc on va rajouter simplement une molécule d'eau de part et d'autre hein, pour tenir compte plus donc, de la réalité hein, donc, chimique, à savoir que l'ion H+, ici, hein, se fixe sur une molécule d'eau. Et donc, on a PbSO4 solide plus 2 électrons, plus H3O+, aqueux, qui va donner donc du plomb solide, plus HSO4-, plus H2O. Et donc, voici pour eh bien, donc, la première demi-équation électronique. Alors, si on avait voulu hein, eh bien, utiliser les nombres d'oxydation hein, pour équilibrer cette demi-équation électronique, donc c'est possible également, hein, on peut regarder rapidement ce que ça donne. Donc, c'est bien évidemment l'élément plomb qui voit son nombre d'oxydation varier ici. Hein. Donc, le nombre d'oxydation ici du plomb hein, dans Pb solide, bah, c'est 0, hein, simplement parce que c'est un corps pur simple, ici, hein, Pb. Lorsqu'on s'intéresse à PbSO4, bon, bah là, c'est un petit peu plus problématique, simplement parce que bah, vous remarquez que vous avez du plomb, bon, l'oxygène, le nombre d'oxydation, il vaut -2, mais vous avez également du soufre dont on ne connaît pas eh bien, donc, la valeur du nombre d'oxydation. Alors, on peut contourner ce problème, simplement en ayant en tête ici hein, que PbSO4, eh bien, c'est rien d'autre qu'un composé ionique, en fait, hein, donc au sens cristallographique du terme. Alors, ça nécessite un peu de culture chimique, par contre. Hein. Et donc, vous avez donc PbSO4 qui est constitué d'ions Pb2+, et d'ions SO4-. Et donc, vous remarquez que le nombre d'oxydation, en fin de compte, de Pb dans PbSO4, ça sera +2, hein, du fait hein, que ce composé-là, c'est un composé ionique. Okay. Et donc, d'un point de vue pratique, nombre d'oxydation +2, nombre d'oxydation 0. Et donc, ça permet hein, de savoir qu'il y a eh bien, 2 électrons qui vont être échangés hein, lors de la réaction redox. Puis après, on continue à équilibrer en rajoutant un H+ pour assurer la conservation de la charge et un HSO4- pour assurer la conservation ici hein, de toutes les autres espèces chimiques. Bon. Je vous ai dit, hein, si on vous laisse le choix, utilisez la méthode que vous maîtrisez le 2, le mieux. Hein. Dès qu'il y a des composés un peu de ce type-là, hein, vous remarquez que bah, c'est un peu moins simple pour conclure avec ces histoires de nombre d'oxydation parce qu'il faut avoir hein, un peu de culture chimique là, pour savoir un petit peu ce qui se passe et ça peut être plus ou moins simple pour le coup. Monsieur ? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi on choisissait de prendre des ions H3O+ dans la deuxième équation pour équilibrer, plutôt que d'avoir pris des ions H+, tout simplement. Alors, la première ici hein, et la deuxième, c'est la même. Hein. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc une molécule d'eau à droite et à gauche pour faire apparaître ici les ions H3O+. Alors, ça, pour 2 raisons. Hein. La première, c'est qu'on a dit qu'un ion H+, ça n'existe pas sous forme isolée dans le milieu réactionnel, il va se fixer en fait sur une molécule d'eau. Et puis, c'est d'autant plus vrai ici que, eh bien, on vous donne d'autre part ici la schématisation en fait de cet accumulateur dans lequel on vous fait apparaître explicitement des ions H3O+, ici au niveau de notre solution électrolytique. Donc là, au niveau eh bien, des demi-équations électroniques et ensuite dans la réaction redox qui va être mise en jeu, hein, on attend une écriture avec toutes les espèces qui apparaissent sur le schéma. Donc, comme c'est des H3O+, hein, j'ai réarrangé hein, la première équation pour les faire apparaître. Ok. Okay. Bien, le deuxième couple, donc PbO2, PbSO4. Donc c'est reparti, donc PbO2 plus électron qui va donner donc PbSO4. Donc on conserve par équilibrer donc l'élément plomb, donc c'est déjà fait. Il faut ensuite équilibrer l'élément
soufre. Donc là, même remarque que précédemment, hein, il faut utiliser la réalité chimique ici de notre accumulateur. Hein. Autrement dit, le fait qu'il y ait des ions ici HSO4- dans le milieu, hein, pour assurer la conservation en élément soufre. Donc le plomb, le soufre, c'est bon. On assure ensuite la conservation en élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. Donc il y a 2 plus 4, 6 oxygènes à gauche. Il n'y en a que 4 à droite. Donc il faut rajouter ici 2 molécules d'eau. On a ici la conservation en élément oxygène qui est bonne. Il reste à assurer la conservation en élément hydrogène. Donc, on remarque qu'il y a 4 hydrogènes à droite, il n'y en a qu'un à gauche. Donc, il me faut 3 H+. Et il reste simplement à assurer la conservation de la charge, ici en rajoutant ici 2 électrons, de manière à ce qu'on ait globalement quelque chose de neutre sur la partie de gauche de l'égalité. Donc là, même remarque que précédemment, hein, on peut donc, faire apparaître ici des ions H3O+, pour coller plus à la réalité chimique du milieu. Hein. Donc pour cela, je rajoute simplement 3 molécules d'eau de chaque côté. Et on a notre deuxième demi-équation électronique. Et voici. Donc là, on aurait pu faire exactement la même chose du point de vue des nombres d'oxydation. Hein. Donc pour PbSO4, hein, ça ne change pas. Hein. C'est la même chose que tout à l'heure, puisque c'est la même espèce chimique. On a un nombre d'oxydation de +2 hein, pour l'élément plomb dans PbSO4, puisqu'on a un composé ionique ici constitué d'ions Pb2+, et d'ions SO4-2-. Pour PbO2, hein, c'est plus facile à calculer, hein, vu que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. On a donc le nombre d'oxydation du plomb plus 2 fois -2 égale 0. Et donc, au global, hein, ça nous donne un nombre d'oxydation pour le plomb ici, hein, 2 plus 4. Et donc, on va avoir donc, le passage ici de +4 à +2. Donc, on va avoir ici 2 électrons qui vont être échangés. Et après, on assure la conservation de la charge d'un élément chimique. Bien, on a les demi-équations électroniques. Hein, donc, c'était, j'ai envie de dire, presque le plus dur hein, au niveau donc, de l'exercice, hein, de les écrire correctement. Après, hein, on va écrire donc, la réaction redox qui va se produire. Hein, donc, réaction entre PbO2 et Pb solide. Pardon. Donc, on va reprendre ici hein, cette demi-équation électronique-là. Et puis celle-ci. Pour écrire hein, la réaction redox correspondante. Donc, vous remarquez qu'on a directement le même nombre d'électrons ici à échanger. Hein. Donc, on peut avoir accès facilement à la réaction. Hein. Il suffit hein, de faire la deuxième moins la première. Donc, on a PbO2, donc plus 3H3O+, plus HSO4-, donc plus Pb, plus HSO4-, plus H2O, qui va être égal à PbSO4 plus 5H2O, donc plus PbSO4 plus H3O+. Et donc, il suffit simplement de réarranger un tout petit peu ça. Hein. Donc, on a donc au final la réaction redox à PbO2 solide plus Pb
solide plus 2 HSO4-. La molécule d'eau qui est ici, elle va se simplifier et il en restera 4 à droite. Les ions H3O+, vous remarquez que ceux qui sont ici, ils vont se simplifier et là, il n'en restera plus que 2 par voie de conséquence. Et donc, je peux finir d'écrire la réaction redox, donc plus 2 H3O+, qui va être égal à 2 PbSO4 plus 4 H2O. Donc, voici pour notre réaction redox. Monsieur? Oui. Là, même si les électrons n'apparaissent pas explicitement, c'est quand même une réaction d'oxydoréduction. Alors, oui, effectivement. Mais ça, on avait déjà rencontré ça en acido-basicité. Donc, on avait dit qu'en acido-basicité, donc la particule échangée, c'était des H+, puisqu'on avait l'acide HA qui allait libérer un proton H+, et la base A- correspondante le capter. Et donc, si on s'intéresse à une réaction entre un acide, en fait, ici, HA1 plus la base B2, ça va donner eh bien, l'acide conjugué HB2 plus la base A-. Et donc, en acido-basicité, la particule échangée, le proton H+, n'intervenait pas au niveau ici eh bien, de la réaction acide-base correspondante. Là, c'est exactement la même chose. Ce qui va être échangé, ce n'est plus des protons H+, ce sont donc des électrons. Les électrons, ils interviennent explicitement dans la demi-équation électronique, mais ils n'apparaissent pas au niveau de la réaction redox correspondante. Okay, merci. Et monsieur? Oui. Moi, j'ai du mal à voir comment c'est entre le plomb et PbO2, lequel est réactif. Alors, disons, la question, elle est mal posée. Donc, disons, ici, si on reprend donc ici les couples qui sont mis en jeu, une réaction redox, eh bien, c'est la réaction entre un oxydant et un réducteur. Donc, ici, on a un oxydant, PbO2, un réducteur, Pb. Donc, les réactifs sont PbO2 et Pb pour donner l'oxydant et le réducteur conjugués. Okay, donc, tu as dit, si je reprends ta question, je ne sais pas entre Pb et PbO2 quel est le réactif. Alors, PbO2 et Pb, vu que c'est un oxydant et un réducteur, ici, ils sont susceptibles de réagir ensemble. La question qui est légitime par contre, et c'est en écrivant la deuxième question ici, qu'on va avoir en quelque sorte donc, la réponse, et puis on va revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on a écrit sur les applications précédentes également. Donc, ce qu'on aurait pu dire, c'est la chose suivante. Oui, mais PbSO4, c'est aussi un oxydant et un réducteur. Donc, pourquoi ce n'est pas donc, PbSO4 qui va réagir sur lui-même pour donner à l'oxydant et le réducteur conjugués? Autrement dit, en fait, c'est voilà, ça que je voulais demander. Voilà, donc la question, elle était mal formulée, mais je me doutais que c'était ça qu'il y avait derrière. Donc ici, pourquoi, en gros, il faut écrire la réaction dans ce sens-là pour donner du PbSO4 et pas dans l'autre sens? Et donc ça, cette question, elle est légitime et elle est importante surtout. Alors, il y a plusieurs réponses à apporter. J'en donne une première maintenant, et puis on va en donner une deuxième une fois qu'on aura fait le petit calcul dans la deuxième question. Donc, je vous rappelle, sur un exercice de ce type-là, qui est un exercice d'oral, il faut faire l'effort de bien lire l'exercice jusqu'au bout pour comprendre un petit peu la philosophie de l'exercice et là où on veut vous amener. Et souvent, ça peut vous donner en fait des indications pour certaines questions. Donc là, en l'occurrence, si vous lisez donc, la question petit 3, on vous dit « Cet accumulateur contient 250 g de PbO2 et 250 g de plomb, un automobiliste, etc., etc. » Et donc, si on vous dit que ça contient 250 g de PbO2 et 250 g de plomb,
Forcément, hein, PbO2 et Pb, ce sont les réactifs. Hein. On ne vous parle pas de PbSO4. Hein, et donc, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut écrire la réaction. Okay, donc, ça, c'est un premier point qui pouvait vous aiguiller en fait sur le sens dans lequel écrire la réaction. Le deuxième va être lié à la question petit 2. Donc, je vais faire le calcul et je reviendrai sur la question une fois qu'on aura fait le calcul. Et je reviendrai un petit peu en arrière également sur donc, les applications que l'on a faites avant, puisque cette question-là, on aurait pu se la poser avant en fait. On vous demandait de déterminer donc, la constante d'équilibre associée à cette réaction. Donc, qui dit équilibre dit état final. Si vous vous rappelez un petit peu la première application du cours que l'on a faite, donc, on a été tombé sur la constante d'équilibre en traduisant simplement le fait qu'à l'état final, l'accumulateur, la pile, ne va plus débiter, autrement dit, que la force électromotrice, ici, elle est nulle. Donc, à l'état final, donc, autrement dit, quand la pile est usée, on a la force électromotrice ici qui va être nulle. Sachant que la force électromotrice, c'est le potentiel ici de notre cathode, la borne plus, PbO2, Pb, PbSO4, pardon. Donc, moins le potentiel ici de l'anode, PbSO4, Pb. Donc là, il faut écrire les deux expressions des potentiels de Nernst et dire ensuite que c'est égal à 0. Alors là, il y a pas mal d'espèces qui vont intervenir au niveau donc, de ces potentiels de Nernst. Donc pour le premier couple, c'est le potentiel standard du couple PbO2, PbSO4. Donc plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, il y en a 2, fois log. Alors, si on regarde un petit peu, je l'ai en haut ici, ma demi-équation, non, je m'intéresse d'abord à celle-ci, pardon, c'est cette demi-équation électronique-là. Donc, ici, vous remarquez que tout ce qui est du côté de l'Occident se trouve dans le membre de gauche ici de notre égalité. Donc, le PbO2, c'est un solide ici. Donc, l'activité de ce solide va être égale à 1. Donc, il va y avoir ensuite donc, la concentration de H3O+, donc finale au cube, donc sur ces 0 au cube, bien évidemment. Donc, fois la concentration de HSO4- finale sur ces 0. Et puis, donc, du côté du réducteur, autrement dit du quotient, ici qui intervient dans le log, il n'y a rien qui apparaît puisque PbSO4, ici, c'est un solide, son activité vaut 1, et H2O, c'est notre solvant, l'activité du solvant vaut 1. Donc, le premier potentiel, le voici. Ensuite, on va donc avoir moins le deuxième potentiel, le potentiel du couple PbSO4-Pb. Donc, c'est le potentiel standard de ce couple-là. Donc, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, 2. Log, et après, donc, si on regarde, donc PbSO4, c'est un solide, l'activité vaut 1. Il va rester donc, la concentration donc, de H3O+. Et au niveau du dénominateur, donc Pb solide, l'activité vaut 1, c'est un solide. L'activité de H2O ici, c'est le solvant, ça vaut 1 également. Et par contre, il nous faut à l'activité de HSO4- au niveau du dénominateur. Qui est ici. Bien. Ce qu'on va faire, c'est exactement donc, la même chose que ce qu'on avait fait donc, dans la première application là, du cours, à savoir on va regrouper en fait les termes de potentiel standard et
les termes de log de manière justement à faire apparaître notre constante ici d'équilibre. Et donc, si je poursuis donc, le calcul, hop, je garde ça. Donc, si je poursuis donc, mon calcul, on a donc ici la différence entre le potentiel standard donc, de PbO2, PbSO4, donc moins le potentiel standard de PbSO4, Pb, qui va être égal à 0,06 sur 2, donc fois le log de HSO4- final donc sur H3O+ final, donc fois 1 sur concentration de H3O+ final au cube sur H. J'ai un problème là. Excusez-moi une seconde, je reviens en arrière. C'est quoi le problème? Donc ça, moins ça. Ah oui, j'ai oublié le signe moins qui distribue ici la parenthèse, que j'ai oublié. Hop, ici, le signe moins qui était ici. Donc ça, attention, c'est à la puissance moins 1. Puisque j'avais oublié le signe moins qui était ici. Et donc, au final, on remarque que l'on a au niveau du membre de droite, ici, de l'égalité, donc 0,06 sur 2, donc fois log de 1 sur, en fin de compte, la concentration de H3O+ final au carré, fois la concentration de HSO4- final, ici au carré. Et on reconnaît ici rien d'autre que la constante d'équilibre ici de notre réaction. Donc, encore une fois, simplement, si on regarde l'équation redox qui est ici, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est l'activité de PbSO4 finale au carré, mais c'est un solide, ça vaut 1, fois l'activité de notre solvant 1 à la puissance 4, et on divise par l'activité ici de ces deux solides qui valent 1, fois l'activité de HSO4- au carré, fois l'activité de H3O+ au carré. Et on retombe bien par voie de conséquence ici sur la constante d'équilibre. Et donc, vous remarquez que la constante d'équilibre, ici, ça va donc être égal à 10 puissance, donc je prends la fonction réciproque ici du log, donc 2 divisé par 0,06, fois le potentiel standard ici de PbO2, PbSO4, moins le potentiel standard de PbSO4, Pb. Et donc, voici pour l'expression ici de notre constante d'équilibre. Et donc, si on fait l'application numérique, on a K0 qui est égal à 10 puissance 64,3 notre transformation, elle est totale. Alors,
si je reviens un petit peu sur la question là, de votre camarade, il m'avait demandé comment on sait dans quel sens il faut écrire la transformation. Alors, lorsqu'on s'intéresse donc, à des piles, si je mets de côté les piles purement expérimentales, qui peuvent avoir un intérêt, mais qui ne rentrent pas tout à fait dans l'état d'esprit ici des 3 exercices qui apparaissent sur le TD. Donc, si vous avez essayé de faire ces exercices, vous vous êtes rendu compte que ce ne sont que des piles réalistes auxquelles on s'intéresse. Ici, il y a une batterie de voiture dans l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 2, c'est une pile bouton là, qui permet donc, en particulier d'alimenter les appareils auditifs. Dans l'exercice numéro 3, on s'intéresse aux piles alcalines et aux piles salines. Et donc, dans ces dispositifs-là, ce sont des dispositifs industriels. Donc, le but, lorsqu'on achète une pile, c'est que la pile, elle fonctionne, autrement dit, qu'elle débite effectivement en courant pendant une durée de fonctionnement intéressante. Bon, et donc tout ça pour dire qu'il faut que les réactions qui soient mises en jeu au niveau de ces réactions redox qui vont se produire, il faut forcément que ça soit des transformations qui soient totales, parce que sinon, si la transformation qui est mise en jeu, elle est caractérisée par une constante d'équilibre qui est très très petite, donc on voit bien que ça ne va pas être très intéressant si la réaction ne se fait pas du tout. J'ai envie de dire, c'est même pire que cela, parce que la réaction, on a dit, elle peut se faire thermodynamiquement plutôt bien, sans que pour autant elle soit totale. On avait dit ça en acido-basicité. Vous allez voir, on va redire ça dans le chapitre qui suit en oxydoréduction. Bon, là, c'est la même chose. Donc, un industriel, quand il va construire donc, une pile, le but pour lui, c'est de mettre le moins de matières premières possible dans le dispositif industriel, parce que c'est cette matière première, ces réactifs, qui lui coûtent de l'argent. Et donc, il a tout à fait intérêt à travailler avec des transformations qui sont totales, de manière à ce que, une fois que la pile elle est usée, l'un des 2 réactifs ait été totalement consommé. Et donc, vous allez voir, ça, c'est quelque chose d'assez récurrent sur toutes les piles là, que l'on va présenter d'un point de vue réaliste, l'accumulateur au plomb, les piles alcalines et compagnie. Eh bien, les transformations vont être totales de manière, ici, à consommer totalement l'un des réactifs. Et donc là, vous remarquez que la constante d'équilibre, ici, elle est très grande, 10 puissance 64,3. Alors, si je reviens de manière plus précise à la question de votre camarade et donc à la réponse à apporter, si on regarde un petit peu les valeurs des potentiels standards qui sont mises en jeu pour les 2 couples, ce que j'ai dit depuis le début, à plusieurs reprises, si vous vous rappelez bien un peu à chaque fois mes propos, c'est que au niveau du potentiel de Nernst, on a le potentiel standard plus un terme correctif qui va tenir compte des conditions expérimentales, mais qui ne va pas venir modifier fondamentalement en fait la valeur du potentiel. Et donc, une autre façon de répondre à la question de votre camarade de tout à l'heure, c'est comment on sait que PbO2, c'est un réactif et Pb, c'est l'autre réactif. C'est simplement de regarder les valeurs des potentiels standards ici. Vous remarquez que vous avez un 70 volts, vous avez ici moins 0,23 volts, et donc ça veut simplement dire que la cathode, la borne plus, il y a quand même des très très grandes chances que ça soit le couple qui est ici, et la borne moins, l'anode, c'est le couple qui est ici. Alors certes, il faut raisonner sur les potentiels et pas sur les potentiels standards pour avoir explicitement la polarité de la pile, mais si vous gardez en tête que le terme en 0,06 sur le nombre d'électrons échangés fois le log, c'est un terme correctif qui va venir un petit peu modifier ici ces valeurs-là, mais pas de manière si significative que ça, vous avez ici votre cathode et ici l'anode. Et à partir du moment où on sait qu'à ce niveau-là, on a donc, la cathode et à ce niveau-là, on a l'anode, c'est forcément une réduction qui va se produire au niveau de ce couple-là, une oxydation au niveau de ce couple-là, et donc il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire, c'est forcément la réaction dans ce sens-là qu'il faut écrire. Donc là, vous remarquez qu'il y a tout un tas de manières possibles d'arriver jusqu'à cette écriture-là. Donc on peut regarder un petit peu ce qu'on vous donne au niveau des données. Donc dans la question 3 en particulier, on vous parle de réaction entre PbO2 et Pb. Donc ça, normalement, si vous avez lu l'exercice jusqu'au bout, ça lève tous les doutes.
Ou alors, hein, on peut avoir une approche un tout petit peu plus chimique, j'ai envie de dire, en regardant les valeurs des potentiels standards et en se rendant compte eh bien, que la cathode, hein, c'est celle qui est relative à ce potentiel de Nernst de 1,70 volts. OK. Bien, alors bon, ça va être l'heure et puis vous avez cours de maths derrière, donc on va devoir s'arrêter. Hein, donc, et j'ai